Bien, je crois, Karine, que nous pouvons y aller. Oui, avec plaisir. C'est bon? Oui. Bien, ouais. Après ces propos informels, je passe maintenant donc à une introduction courte, mais peut-être plus formelle. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, chères étudiantes et étudiants du Forum de culture française de l'Université de Tel Aviv, très chère Mariette Job, nièce d'Hélène Bell, que nous accueillons aujourd'hui avec énormément d'émotion. Et bien entendu, chère Karine Baranès-Benichou, initiatrice à nouveau de cette conférence, à tout le monde, je souhaite la bienvenue. Je souhaite aussi la bienvenue aux élèves et aux professeurs de l'école Yavneh. L'Université de Tel Aviv accueille de nombreux événements relayés par la plateforme Zoom dans le cadre de la journée de la Shoah. Et le programme de culture française s'associe aux commémorations de l'université en consacrant ce forum à Hélène Baird et à son journal qui retrace de 1942 à 1944 les années les plus dures de l'occupation et du régime de Vichy, régime sous lequel furent déportés et assassinés près de 72 000 juifs de France, déportés 76 000 juifs, dont 3% seulement réchappèrent à la mort. L'année dernière, avec le concours de Karine Benichou, nous avons organisé un colloque intitulé « La vie qui est en elle », consacré à l'œuvre de 3 femmes artistes, toutes 3 mortes pendant la Shoah, Hélène Baird, Charlotte Salomon et Eti Ilsoum, colloque dont les actes sont actuellement sous presse. Conscientes l'une et l'autre qu'il y avait encore beaucoup à faire dans ce domaine et encouragés par l'accueil enthousiaste qu'avait reçu ce colloque, nous avions prévu, Karine Benichou et moi-même, pour cette année, une nouvelle journée consacrée cette fois à Hélène Baird et à son journal. Alors, vous voyez que nous n'avons pas laissé le corona contrarier nos plans, et puisque l'Université de Tel Aviv poursuit son téléenseignement avec succès, nous avons décidé de maintenir ce projet en lui donnant une forme quelque peu différente pour l'adapter à une séance sur la plateforme Zoom. Nous entendrons donc aujourd'hui Mariette Job, d'abord, qui nous racontera l'étrange histoire de l'édition du journal, qui n'a été publiée qu'en 2008 grâce à ses soins, aux éditions Talendier à Paris, avec une très belle préface de Patrick Modiano. Nièce d'Hélène Baird, Mariette Job retracera aussi l'histoire tragique de celle qui fut sa tante, qu'elle n'a pas connue, certes, mais dont elle connaît bien la personnalité à travers l'image qui en a circulé dans la famille d'abord, car, comme de nombreuses familles touchées par la Shoah, les survivants ont souvent à cœur de transmettre le souvenir des victimes. C'est une façon de les rendre à la vie. Ces victimes n'ont pour la plupart même pas de tombe. Rares sont les familles qui, dans leur malheur, ont tout de même la chance d'avoir pu conserver un document aussi exceptionnel que celui du journal d'Hélène Baird et que nous pourrons lire en français, qui est la langue dans laquelle il a été écrit, mais aussi en hébreu, grâce à la traduction de Nir Tchaikovsky aux éditions Modane, avec une postface de René Poznansky, éminente historienne de cette époque, professeur émérite de l'université Ben-Gurion du Negev. Une fois que nous nous serons penchés sur la genèse de ce texte, sur la personne d'Hélène Baird, sur son histoire, nous entrerons avec Karine Benichou au cœur même de l'œuvre, grâce à la lecture d'extraits choisis de ce journal qu'elle commentera à l'aide d'un diaporama et de projections de documents. L'écriture d'Hélène Baird est une écriture à chaud, en réaction immédiate aux événements dont elle est témoin direct et qui retrace l'étau qui, au fur et à mesure des ordonnances contre les Juifs, se resserre autour d'elle, de sa famille, de sa société rapprochée. À l'issue de ces 2 communications, nous pourrons, je l'espère, prendre le temps de répondre à vos questions. Avant de passer la parole à Mariette Job, je voudrais rappeler que le thème retenu aujourd'hui en Israël pour les commémorations de la journée de la Shoah et annoncé hier par le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, à l'ouverture de la cérémonie du Yad Vashem, porte sur Hatzalah de solidarité, c'est-à-dire sauvetage et solidarité. Et derrière ces 2 notions, il y a bien entendu la notion de courage.
Deux qualités qui illustrent, on ne peut mieux, l'attitude d'Hélène Baird à Paris sous l'occupation. Témoignage qu'elle retrace dans son journal de 1942 à 1944, et je donnerai à présent deux brefs exemples de son courage et de son esprit de solidarité. Le courage, il en a fallu pour affronter les regards qui se sont tournés vers elle lorsqu'elle a dû porter l'étoile jaune sur ses vêtements et prendre le métro ou encore aller à la Sorbonne, où après avoir terminé sa maîtrise d'anglais, elle avait déposé un projet de doctorat. Les passages décrivant le port de l'étoile nous associent à ses sentiments. Hélène dit sa révolte de devoir se soumettre à cette mesure pour son caractère infamant, contraire à tout ce que son éducation française et républicaine lui avait inculqué sur le respect de l'homme et la liberté de conscience. Mais une fois l'étoile cousue, Hélène non seulement l'assume, mais revendique fièrement sa judéité, en relevant la tête et maintenant haut son regard lorsqu'il croise ceux, souvent ambigus, qu'on porte sur elle. Elle en donne dans son journal un témoignage historique de première main, tout comme une analyse psychologique qui trouve une formulation littéraire juste, sans pathos, sans apitoiement. Le courage de cette jeune fille de 22 ans à peine est là, dans cette attitude consciente et choisie, dans le fait de garder la tête haute. Courage salué parfois par cet homme qui, dans le métro, retire son chapeau pour l'honorer. Courage d'une part, mais solidarité de l'autre. Et c'est sur ce dernier exemple que je voudrais terminer cette introduction. L'exemple le plus frappant de l'esprit de solidarité d'Hélène a été sa décision de se porter volontaire pour travailler rue de la Bienfaisance au bureau de l'UGIF, Union Générale des Israélites de France. Son directeur, Armand Katz, en la voyant arriver avec Denise et Nicole, son amie, leur a pourtant dit de partir, je cite du journal d'Hélène, « Vous n'avez rien à faire ici, si j'ai un conseil à vous donner, partez ». Mais elle refuse et s'enrôle à l'UGIF. Hélène y faisait office d'assistante sociale pour recevoir et aider les plus démunis et notamment trouver où placer les enfants dont les parents avaient été pris dans les rafles et que leur nourrice signalait comme enfants abandonnés. Voilà donc une brève illustration du courage et de la solidarité de cette personne d'exception que fut Hélène Baird et dont Mariette Job vous parlera infiniment mieux que moi. Et je lui passe la parole. Merci Nadine pour cette introduction et je voudrais d'abord dire bonjour à tout le monde. C'est un peu curieux parce que je dis bonjour devant un écran, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Et je voudrais aussi dire bonjour aux étudiants qui participent à cette rencontre, à vos étudiants, Nadine. Je vais me répéter un petit peu, mais j'ai préparé aussi quand même un support écrit parce qu'il y a beaucoup de choses aussi que je cite des lettres et je tiens à ce que ce soit exactement le contenu de la lettre. Donc, cet échange trouve sa prolongation au colloque organisé l'année dernière, donc en avril 2019, par vous-même, Nadine Kuperti-Tsur, directrice des programmes de culture française à l'Université de Tel Aviv, et Karine Baranès-Benichou, fondatrice de l'association Femmes Artistes et Mémoire Juive, qui, grâce au miracle informatique, nous font converser hors des frontières de nos pays respectifs. Je les remercie de tout cœur, toutes deux, pour cette très belle initiative. Le parallélisme entre l'empêchement de vivre d'Hélène Baird en toute liberté durant les 4 années de guerre et le confinement actuel auquel nous sommes tous confrontés me semble éclairant. Ce retour forcé en nous-mêmes, en lien avec ce qui sans doute nous semble le plus important, un sentiment de solidarité et de compassion pour l'humanité universellement touchée par cette crise sanitaire, et pour Hélène Baird, une plongée au plus profond d'elle-même, avec une maturité impressionnante pour une jeune fille de 21 ans, dont les questionnements d'ordre philosophique, éthique et spirituel restent encore aujourd'hui des interrogations. Parallélisme aussi entre l'enfouissement du manuscrit durant plus de 60 ans et sa publication en 2008.
Faire émerger d'une mémoire familiale ses écrits restés confinés a engendré un cheminement peuplé d'épines, souvent blessantes et inattendues, a nécessité beaucoup de passion et le désir irrépressible de faire revivre ce qui était conservé comme un secret, un douloureux trésor familial. Cet héritage a été une aventure exaltante, mais aussi un puissant défi. Hélène Baird est née donc le 27 mars 1921. Ses parents, Antoinette et Raymond Baird, sont tous deux d'origine juive, implantés depuis des siècles en France. Moïse Baird, né en 1740 à Kauter-Gersheim, dans le Bas-Rhin, adopte devant le maire de Rans-l'Étape, le 13 septembre 1808, le nom de famille de Baird. Antoinette Baird, née Rodriguelli, est issue de la communauté juive de Bayonne et plus anciennement de Lisbonne et d'Abraham Furtado. Hélène est la quatrième d'une fratrie de 5 enfants, dont une sœur aînée, Jacqueline, née en 1915, qui mourra de la scarlatine à l'âge de 6 ans. Yvonne, née en 1917, qui se marie en 1939 et quitte Paris pour rejoindre son mari, Daniel Schwartz, nommé dans le sud de la France. Jacques, né en 1922, après avoir achevé sa licence de lettres classiques et commencé son diplôme d'études supérieures à l'université de Strasbourg, est caché au printemps 1944 en Dordogne, sous une fausse identité. Seule Denise, ma mère, née en 1919, restera avec Hélène et leurs parents dans l'appartement familial, 5 avenue Élysée-Reclus, jusqu'à son mariage avec mon père, François Job, le 12 août 1943. Après avoir passé ses 2 baccalauréats en 1937 et 1938, avec la mention très bien, Hélène obtient dans les mêmes conditions en 1940 et 1941 son diplôme d'études supérieures de langue et littérature anglaise et un mémoire sur l'interprétation de l'histoire romaine dans Shakespeare, qui reçoit la note de 18 sur 20 et la mention très bien. En octobre 1942, elle dépose un projet de doctorat consacré à l'influence de l'inspiration hellénique sur le poète John Keats. Elle ne pourra préparer le concours de l'agrégation dont l'exclut la législation anti-juive de Vichy. Le 7 avril 1942, elle commence à rédiger son journal intime. Après une interruption de 9 mois, de novembre 1942 à août 1943, elle reprend son journal. Au fil des feuillets, l'écriture devient plus serrée. Elle écrit pour témoigner, noter les faits. Je n'entends plus. Axel ? Sœurs d'Hélène, Yvonne Schwartz, Denise Job, ma mère, et Jacques Baird remettent le manuscrit à Jean, comme le souhaite Hélène. Non sans l'avoir fait auparavant rapidement taper à la machine. C'est ce tapuscrit qu'ils conserveront et qui circulera dans la famille. Le 27 octobre 1943, Hélène consigne. Lundi matin, 25 familles ont été arrêtées boulevard Beaumarchais, sans le moindre motif. Les scellés ont été mis tout de suite. Si cela arrive ici, j'aurais voulu sauver mon violon, le sous-main rouge, où j'ai mis les lettres de Jean, ses feuilles et les quelques livres dont je n'ai pu me séparer. Le manuscrit se présente sous forme de feuillets d'écoliers séparés. Hélène, se sachant en danger, les remet régulièrement à la personne de confiance de la famille Baird. De nombreux obstacles auraient pu empêcher la découverte de ce texte et connaître le même sort par bonheur, il ne l'a pas eu, d'être déchiré, comme l'a été toute la correspondance entre Hélène et Jean par sa mère,
souhaitant par égarement des sentiments éviter à son fils de souffrir. Suite à des recherches personnelles, je retrouve Jean Morawiecki. Notre rencontre a lieu le 25 décembre 1992. Il a conservé le manuscrit près de 50 ans dans son armoire. Ces retrouvailles avec lui est à mes yeux un héros de roman, un Jean Valjean, a été pour chacun de nous une catharsis. Pour lui, le remords de n'avoir pu faire quelque chose, se sentant dans l'incapacité émotionnelle de soutenir ce journal. Pour moi, l'occasion inespérée de redonner vie, une seconde vie à Hélène. Ce que vous avez fait, je n'aurais pu le faire. Vous m'avez libéré d'un remords assez vif, m'écrit-il. J'avais le sentiment d'un devoir non accompli. Je vous suis reconnaissant de m'avoir libéré de ce tourment. 2 années après notre rencontre, le 18 avril 1994, il me confirme son intention de me léguer le journal. Au début de ce mois, m'écrit-il, nous avons de nouveau parlé du journal d'Hélène. Je vous avais alors fait part du désir de vous laisser le manuscrit. Il échappera ainsi au risque de disparaître avec moi et la main qu'il a écrit continueront de vivre dans l'émotion de ceux qui liront l'original. Voilà pour le manuscrit, pour la trace matérielle de l'existence d'Hélène, son écriture, son stylo, son papier. Pour ce qui est du contenu intellectuel, je confirme ici le propos que je vous ai tenu dans la perspective que j'approuve d'une publication. À cet égard, il faut suivre le sage précepte de la Grèce ancienne. Rien de trop. Toute forme de récupération et même de simple interprétation religieuse ou spirituelle serait de trop, sans parler de la probité intellectuelle, une des vertus d'Hélène, qui interdit de prêter aux morts des intentions qu'ils n'ont pas exprimées. Le journal se suffit à lui-même. Ce dernier mot rappelle que dans un passage très clair, Hélène a fait de moi le légataire de son journal. Il ne s'agit pas ici de droit d'auteur d'ailleurs éteint, mais du devoir sacré du dépositaire, conserver intact, inaltéré, ce qui lui a été confié. La présente lettre, chère Mariette, fait maintenant de vous la légataire du manuscrit, la dépositaire des pensées et du récit d'un être sublime qui est votre tante. Je vous crois très digne de recevoir le précieux dépôt. Le manuscrit change de lieu, mais cette fois-ci dans le haut de mon armoire. Puis 6 ans plus tard, en 2000, je retranscris intégralement le journal à partir du manuscrit, le mets sur disquette, réalise quelques livres dont un exemplaire peut être consulté sur place au mémorial de la Shoah et en 2001, je décide tout d'abord de le déposer, puis, quelques mois plus tard, d'en faire don au mémorial. Et le journal sera finalement publié par les éditions Talendier le 3 janvier 2008. Jean restera à sa demande le témoin invisible jusqu'à sa disparition le 29 octobre 2008, au moment de la publication du journal en Angleterre. La publication sera un bouleversement personnel et professionnel suite à un accueil exceptionnel en France et dans le monde entier. Il est actuellement traduit dans près de 30 pays. Aujourd'hui, la vie du journal reste encore une activité essentielle. J'ai initié plusieurs projets qui ont pu voir le jour, un film documentaire réalisé par Jérôme Prieur, la médiathèque Hélène Baird, rue de Picpus, dans le 12e arrondissement, un amphithéâtre Hélène Baird à la Sorbonne et les plaques mémorielles sur l'immeuble du domicile familial 5 avenue Élysée-Reclus à Paris et à Aubergenville, sur le mur du Vivier, la maison de campagne. Enfin, mon plus beau cadeau, l'accueil des jeunes, accompagnés de leurs professeurs, auprès desquels je continue à intervenir dans les lycées et les collèges. Dans une lettre adressée à ma mère le 20 juin 1945, Jean écrira « Ces notes, ces passages jetés sur le papier d'avril 1942 à février 1944 ne sont pas encore une consolation pour moi. Plus tard peut-être, et immense. Pour le moment,
ils ne font par leur beauté, par leur angoisse, qu'accentuer en moi le sens de la grandeur de celle qui n'est plus, que j'ai perdue, que nous avons tous perdue. Il n'y a pas là seulement une réceptivité à la douleur, accrue par d'étranges pressentiments et une vie d'angoisse quotidienne. On trouve aussi une intensité de joie extraordinaire, surtout au début du journal, voilée ensuite par l'horreur de la vie, mais que l'on sent si prête à reparaître après l'orage, plus grave et comme divinisée par l'épreuve. Et tout cela n'est plus. Les êtres comme Hélène, je ne suis pas sûre qu'il y en ait, ne sont pas seulement beaux et forts en eux-mêmes, ils propagent le sens de la beauté et donnent la force à ceux qui savent les comprendre. Que n'aurait-elle pu faire? À quelle haute destinée n'était-elle pas promise, celle qui a pu écrire ces lignes? Pour moi, Hélène était le symbole de la force radieuse qui est magnétisme, beauté, harmonie, persuasion, confiance et loyauté. Tout cela a sombré. Avec elle disparaît la femme que j'aimais et plus encore cette âme si proche de la mienne. De ces 6 mois que mes souvenirs reviennent hanter comme un siècle et qui ont paru durer 1 heure, que reste-t-il? Un parfum indéfinissable qui flotte autour de nous. Un peu de lavande, je crois. Oui, Hélène écrit pour nous tous, pour les générations à venir, et son journal reste un témoignage universel et intemporel. À travers elle, accueillons en ce jour de Yom HaShoah ces millions d'âmes sans sépulture, dont les paroles résonnent pour toujours dans nos cœurs. Merci pour votre écoute. Merci Mariette. J'enchaîne donc en vous redisant combien je suis heureuse que la technologie nous permette de rompre pour 1 heure environ le confinement et que cela nous permette de vous accueillir tous depuis Tel Aviv, Jérusalem, Nice ou Bordeaux. Je vous salue donc et vous remercie tous. À travers 3 extraits du journal d'Hélène Baird, j'essaierai de montrer comment l'écriture, la musique et l'engagement lui ont permis à elle aussi, en temps de guerre, de lutter contre tous les confinements auxquels la réalité de l'occupation et de la déportation voulait la contraindre. Lorsqu'on pense au confinement volontaire, on pense inévitablement aux 25 mois d'enfermement de la famille d'Anne Frank et aux témoignages qu'il en est né. Lorsqu'on pense au confinement forcé, on pense au couvre-feu, au ghetto, on pense à l'alignement des baraquements et aux camps. Mais l'abjection de bourreaux tels que les nazis en ont été ne s'est pas limitée à confiner les corps avant d'en effacer la trace. Leur cruauté cynique s'est aussi acharnée à confiner les esprits pour réduire l'homme à un état qui ne lui laisse ni espoir, ni conscience, ni salut. J'espère être en mesure de montrer à travers ces 3 extraits comment Hélène Baird est parvenue, jusqu'au dernier instant, à tenir en échec l'infâme projet. Premier extrait. Mardi 7 avril 1942. Je reviens de chez la concierge de Paul Valéry. Je me suis enfin décidée à aller chercher mon livre. Après le déjeuner, le soleil brillait. Il n'y avait pas de menace de giboulée. J'ai pris le 92 jusqu'à l'Étoile. En descendant l'avenue Victor Hugo, mes appréhensions ont commencé. Au coin de la rue Villejuste, j'ai eu un moment de panique. Et tout de suite, la réaction, il faut que je prenne la responsabilité de mes actes. La concierge est rentrée dans sa loge. À quel nom? Mademoiselle Baird. Elle a fouillé et m'a tendu mon paquet dans le même papier blanc. Une fois de l'autre côté de la porte, je l'ai défait. Sur la page de garde, il y avait écrit de la même écriture « Exemplaire de Mademoiselle Hélène Baird » et au-dessous, « Au réveil, si douce la lumière et si beau ce bleu vivant. Paul Valéry. » Et la joie m'a inondée, une joie qui venait confirmer ma confiance, qui s'harmonisait avec le joyeux soleil et le ciel bleu tout lavé au-dessus des nuages ouatés. Je suis rentrée à pied avec un petit sentiment de triomphe à la pensée de ce que les parents diraient et l'impression qu'au fond, l'extraordinaire était le réel. Entre la première et la dernière phrase du journal d'Hélène Baird, il y a tout le parcours humain, féminin, sentimental et artistique
d'une jeune femme de 21 ans, issue de la bourgeoisie juive française, musicienne, talentueuse, et dont la sensibilité littéraire et le sentiment amoureux s'éveillent de concert avec le printemps parisien pour lui promettre le plus radieux des avenirs. Mais entre la première et la dernière phrase du journal d'Hellenberg, il y a aussi l'engrenage infernal de l'histoire et l'éveil graduel d'une conscience morale, philosophique et humaine face à l'abjection de l'occupation allemande, l'insoutenable des déportations massives et de l'extermination systématique des Juifs de France et d'Europe, à laquelle Hellenberg et ses parents finiront eux aussi par succomber. Et ce n'est probablement pas un hasard si le texte s'ouvre et se referme précisément sur deux références littéraires qui disent à elles seules le gouffre qui se creuse entre la première entrée du journal, le 7 avril 42, et la dernière, le 15 février 44. Le 7 avril 42, Hellenberg revient donc de chez la concierge de Paul Valéry, poète et philosophe glorieux, disciple de Mallarmé, intellectuel et écrivain couronné de succès depuis les années 20. Se rendre chez Paul Valéry en 42, c'est un peu comme se rendre chez Victor Hugo au siècle précédent. Un événement extraordinaire, un événement en soi et qui fait date dans la vie d'une étudiante férue de littérature, de poésie et d'écriture et qui s'y adonne elle-même et avec grâce depuis l'enfance et l'adolescence. Elle tient entre ses mains l'exemplaire du recueil Autre Reims que le poète lui a dédicacé par ces mots. Au réveil, si douce la lumière et si beau ce bleu vivant. Le journal s'ouvre donc comme par enchantement sur une citation lumineuse de clarté, éclatante de poésie et de promesses, et avec laquelle Hellenberg entre immédiatement en communion. Fière de son audace, elle savoure ce moment fort et en fait l'acmé de son bien-être le plus profond. Elle se sent libre, courageuse, déterminée. Elle sourit à la vie qui le lui rend bien. Elle a atteint cette harmonie parfaite entre les mots et ses sentiments, entre ses sentiments et la nature environnante, ce qui constituera à l'avenir sa définition d'un idéal de bonheur. Une fenêtre s'ouvre donc sur le dehors, mais aussi sur le dedans de son être intime le plus pur, dans la plénitude du moment. À ce stade de son écriture, le journal est en effet chargé de remplir sa fonction première et pour ainsi dire traditionnelle, de lieu naturel de l'intime et de la confidence, tenu dans le secret, non destiné à être lu, et au fil des pages duquel Hellenberg entend principalement démêler les désordres amoureux auxquels elle se sent en proie. Près de 2 ans plus tard, le 15 février 44, dernière entrée du journal avant son arrestation, Hellenberg rencontre un ancien prisonnier dont elle rapporte 2 événements édifiants auxquels il a assisté. D'une part, l'exécution par les Allemands de soldats russes, qu'il compare dans sa violence au massacre de la forêt de Katyn, et d'autre part, les maltraitances subies par des femmes juives autrichiennes dans une ferme près de Hambourg. Le journal s'interrompt ici, de façon définitive, au terme de ces 2 scènes très brutales, et par une dernière citation en anglais, « Aurore, aurore, aurore », qui fait référence soit à Voyage au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, mais plus vraisemblablement à Macbeth de Shakespeare. Mais sous la plume du dramaturge anglais, ce vers trouve un tout autre prolongement. Lorsque Macduff découvre le spectacle sanglant du meurtre du roi d'Écosse à l'acte 2, scène 4, il s'exclame en effet « Ô horreur, 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 ni la langue, ni le cœur ne peuvent te concevoir ou t'exprimer. » Or, contrairement au héros shakespearien qui reste muet d'épouvante devant l'impensable régicide, Hellenberg, elle, n'aura eu de cesse, depuis 42 et jusqu'à ce dernier instant, de concevoir et de rapporter, précisément par les mots, la langue, et dans toute l'acuité de ses sentiments, le cœur, l'épouvante des événements qu'elle vit au quotidien et dont elle a connaissance ou dont elle a connaissance plus indirectement. Non pas donc sous la forme d'une chronique journalistique à la manière du précieux journal de Jacques Bielinski, mais avec la conscience vide, éclairée et meurtrie, d'être un témoin pour les générations à venir. Hellenberg écrit de l'intérieur et par devoir, au nom de valeurs fortes qui sont le fruit de son éducation, mais qui ne cessent de s'épaissir avec le temps en une véritable conscience morale et qui inscrivent sa démarche dans une profonde réflexion sur l'humanité et dans une mission pour l'avenir de cette humanité. De sorte que son journal constitue une manne à plusieurs niveaux. Au niveau littéraire, tout d'abord, avec cette écriture du moi et de l'intime, d'une élégance qui ne dément pas l'avenir de romancière que lui prédisaient très tôt ses professeurs.
Une manne historique, ensuite, en tant que témoignage mémoriel d'une histoire vécue en temps réel, destinée à instruire et à être transmise, mais qu'elle ressent aussi avec chacune des fibres de son être sensible. Une manne philosophique et spirituelle, enfin, qui trouve sa pleine expression dans le rapport d'Ellenberg au monde, à l'autre, à la haine, à Dieu et à l'inéluctable de la mort. C'est un cheminement personnel, tissé de solitude existentielle et néanmoins pétri d'espoir en l'avenir, le sien et celui de l'humanité. Le destin d'Ellenberg pourrait donc sembler comme scellé, confiné entre ces deux citations. La première de Paul Valéry, lumineuse, poétique et porteuse d'une vie en devenir, au réveil si douce la lumière et si beau ce bleu vivant, et la dernière, Aurore, 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 empruntée à Shakespeare, tragique reflet d'un destin en marche et d'une histoire en cours d'accomplissement. Mais c'est précisément dans l'écriture de son journal, entre ces deux citations, qu'Ellenberg va mener sa lutte personnelle contre ce confinement de l'esprit, jusqu'à conférer à son texte une portée qui finit par dépasser celle qu'elle lui avait attribuée à l'origine et qui nous est parvenue intacte jusqu'à ce jour. Second extrait. Lundi soir, 8 juin 1942. Mon Dieu, je ne croyais pas que ce serait si dur. J'ai eu beaucoup de courage toute la journée. J'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. Mais c'est dur. Le plus pénible, c'est de rencontrer d'autres gens qui l'ont. Ce matin, je suis partie avec maman. 2 gosses dans la rue nous ont montré du doigt en disant « Hein, t'as vu, juif !» Mais le reste s'est passé normalement. Mardi 9 juin 1942. Aujourd'hui, ça a été encore pire qu'hier. Je ne voulais pas porter l'étoile, mais j'ai fini par le faire, trouvant lâche ma résistance. Mais s'ils savaient, eux, quelle crucifixion c'est pour moi. J'ai souffert, là, dans cette cour ensoleillée de la Sorbonne, au milieu de tous mes camarades. Il me semblait brusquement que je n'étais plus moi-même, que tout était changé, que j'étais devenue étrangère, comme si j'étais en plein dans un cauchemar. C'est à partir de l'application de l'ordonnance allemande du port de l'étoile jaune, le 7 juin 1942, que le courage d'Ellenberg commence à s'exprimer dans toute sa mesure. À partir de cette date aussi que son journal acquiert une dimension de témoignage historique qui vient se superposer au récit d'une jeune femme en plein épanouissement de ses possibilités créatrices et de ses aspirations sentimentales. La première évocation du port de l'étoile remonte néanmoins à la semaine précédente, le 1er juin. Le sujet est amené par sa mère, à la suite de l'avis publié par la préfecture de police de Paris, imposant le retrait des insignes le lendemain pour les familles dont le nom commence par les lettres A et B. Une première évocation très brève, refoulée, reléguée à plus tard et à plus loin par Ellenberg, comme s'il lui suffisait d'écarter le sujet de son esprit pour lui ôter toute réalité tangible, toute existence concrète, et donc le débarrasser de toute menace. La seconde évocation, 3 jours plus tard, fait naître dans l'esprit de la jeune femme un début de réflexion morale. Elle décide alors qu'elle portera l'étoile pour éprouver son sens du courage et de la solidarité, mais sans jamais renoncer à son élégance vestimentaire. Le 7 juin, enfin, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, elle ne consigne rien dans son journal relatif à cette actualité-là. Elle pique-nique à Aubergenville, en famille et entre amis, sous un ciel qui, presque métaphoriquement, bascule lui aussi en toute nonchalance, d'une douceur printanière à la lourdeur d'un orage menaçant. À ce stade de son écriture, le port de l'étoile est un sujet de réflexion et d'interrogation, dans lequel se lit tout au plus un début de pressentiment vague, une inquiétude, à peine consciente. Seulement, où cela peut-il nous mener, s'interroge-t-elle. La réponse à cette question ne tardera pas à lui venir très clairement. À titre collectif, tout d'abord, le port de l'étoile est en effet une étape cruciale dans la minutieuse machination orchestrée en Allemagne, mais secondée, voire anticipée par Vichy, qui a consisté dans un premier temps à définir les Juifs, puis à les recenser, eux et leurs biens, et enfin à les distinguer par ce signe extérieur en vue de leur arrestation et de leur déportation massive. Un tournant décisif vient de se produire dans la déjà longue chronologie des mesures anti-juives qui finit de sceller le destin des Juifs de la zone occupée. À titre personnel à présent, ce n'est donc que le 8 juin, confronté à la réalité de la rue parisienne, qu'Ellenberg passe très brutalement du stade de la réflexion morale à celui du ressenti et du vécu, dans un mélange de profonde douleur
contenu dans la plus grande dignité. Sa réaction initiale, en phase avec celle de tant d'autres témoignages d'époque, est celle de la fierté, du port de tête haut et droit et du regard franc d'égal à égal avec celles et ceux qu'elle croise tout au long de son parcours parisien. Seule dans les rues de la capitale, Hélène Baird fait face et se révèle à elle-même et aux autres dans un acte courageux et intègre. Mais dans le même temps, le port de l'étoile la meurtrit en dedans, tant dans la nouvelle représentation qu'il l'oblige à avoir d'elle-même, que dans ce qu'elle craint désormais de représenter aux yeux des autres, amis ou anonymes. Comme si une nouvelle identité se faisait jour en elle et malgré elle, un nouveau moi contraint à être exhibé alors qu'il relevait jusque-là de convictions personnelles et intimes, du respect naturel, d'une tradition familiale et d'une filiation ancestrale. L'étoile jaune pointe du doigt une différence identitaire à laquelle Hélène Baird n'adhère fondamentalement pas. L'insigne, dont les caractéristiques précises sont connues, de la taille de la paume de la main, en tissu de cotonnade légère, couleur ocre, lui est en ce sens, tant sur le plan physique que sur le plan moral, comme, je cite, une marque au fer rouge sur le front. Et le porter lui est synonyme de crucifixion. Des mots extrêmement forts pour dire la meurtrissure causée par ce sceau indélébile qui suscite la convergence de toutes sortes de regards, gênés, blessés, compatissants, parfois haineux ou moqueurs, voire indifférents. Un signe qui a pour objectif de stigmatiser publiquement tous ceux qui le portent, de les contraindre odieusement dans leurs différences à l'isolement et à la méfiance coupable, de les humilier enfin en leur interdisant par exemple l'accès à un espace public ou en les reléguant au dernier wagon du métro parisien. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu l'exposition Le Juif et la France au Palais Berlitz fin 41, début 42, pour celles et ceux qui n'auraient donc pas appris à reconnaître un juif à la courbure de son nez ou à la frisure de son cheveu, le juif est désormais reconnaissable en toutes circonstances, inratable, livré à la vindicte populaire avant de l'être à la puissance occupante. Un signe comme un ghetto individuel, pour citer Serge Klarsfeld, qui dit donc bien l'isolement avant le confinement et le confinement avant l'anéantissement. L'isolement ainsi créé est social, racial, civique, culturel, religieux. Mais dans un premier temps, le port de l'étoile ne semble pas contraindre Hélène Baird à l'isolement affectif. Il y a en effet, et tout d'abord, les anonymes d'un instant qui, d'un geste, d'un mot ou d'un sourire, lui témoignent leur compassion et leur soutien. Les quelques marques de sympathie, individuelles et ponctuelles, de passants ou de commerçants évoquées par Hélène Baird, s'inscrivent là encore d'un point de vue historique dans un mouvement d'empathie avéré de la rue parisienne, notamment de sa jeunesse et notamment aux abords du quartier latin, mais dont l'ampleur et la durée ont été si limitées qu'il n'inquiétera jamais les autorités allemandes. La société française est globalement hostile à cette mesure initiée par l'occupant et quelques-uns d'entre eux, qui seront appelés les amis des Juifs, le manifesteront courageusement. Joseph Cardin est l'une d'entre elles. Elle a 18 ans. Elle est arrêtée ce même 8 juin, à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Soufflot, c'est dire si elle aurait pu y croiser Hélène Baird, pour avoir porté une ceinture composée de 8 étoiles juives sur lesquelles sont inscrites les 8 lettres du mot « victoire ». Enfermée au camp des Tourelles, puis libérée, elle y croisera Tamara Isserlis, qui ne reviendra pas de déportation, et à laquelle Hélène Baird fait allusion un peu plus loin dans son journal, pour être une amie de son fiancé Jean Morawiecki. Il y a ensuite les amis de toujours, unanimement, inconditionnellement unis autour d'Hélène Baird, à qui rien n'échappe pourtant de la stupéfaction de l'un, du naturel un peu forcé d'un autre, et de ses regards peinés qui tentent parfois, mais en vain, de ne pas s'accrocher en haut à gauche de sa veste, où son insigne intrigue et désempare, blesse aussi. À ce stade de sa vie et à ce stade des épreuves, Hélène Baird parvient pour un temps à se réchauffer au contact de celles et ceux dont les preuves d'amitié vraie lui sont encore un précieux rempart à la haine. Enfin, il y a Jean Morawiecki, dont Hélène Baird s'éprend, progressivement et réciproquement, le seul dont l'attitude naturelle et noble comble ses attentes, le seul dont elles ne parviennent pas à soutenir le regard, par crainte de sa réaction, car seule sa réaction à lui importe au fond. Pardon. Une communion dans le silence s'installe entre eux le temps de ces quelques instants, un silence qui paradoxalement dit haut et fort l'harmonie de leur relation naissante.
Porter l'étoile jaune est donc une marque de courage vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des autres, mais tout autant que de ne pas la porter, puisque cela expose à la menace d'un contrôle d'identité le plus souvent suivi d'un internement immédiat. Un dilemme qui fait très vite passer Hélène Baird de la fierté initiale à un sentiment de colère et de révolte, qu'elle exprime avec véhémence, verbalement face à sa mère, mais aussi en acte, en refusant parfois de porter l'insigne ou de ne le porter que sur sa poche. À l'étoile jaune, elle substitue donc son bouquet tricolore qui pourrait aisément être perçu comme une provocation patriotique par un banal contrôle policier allemand. Une révolte qui traduit aussi sa totale lucidité sur l'objectif à peine masqué de l'ordonnance allemande. Jusqu'à la fin de cette année 42, tout le défi consistera donc pour Hélène Baird à maintenir et à protéger ce fragile équilibre entre la cruelle réalité des faits et la plénitude de son épanouissement de jeune femme, à concilier les moments de grâce liés principalement à la pratique de la musique, à la littérature et aux prémices amoureux, avec la réalité des arrestations, des rafles, des assassinats, qui, lorsqu'elle surgit, l'extirpent du merveilleux auquel elle aspire. Une histoire est en marche sous ses yeux, dont l'ampleur l'empêche également de s'appesantir sur sa seule situation personnelle et individuelle. De sorte qu'Hélène Baird s'engage bénévolement dès 1941 au sein du réseau clandestin de l'entraide temporaire auprès de ses fondateurs, Denise et Fred Millot. Elle est aussi active au sein de l'UGIF dès 1942 et est présente de façon indéfectible auprès des orphelins juifs de Neuilly jusqu'en 1943. Sa souffrance personnelle à peine esquissée s'efface alors aussitôt devant celle des autres, de tous les autres, ouvrant son récit à une dimension non seulement mémorielle, mais aussi morale et philosophique, qui marque de son empreinte toute la fin de l'année 43 et le tout début de l'année 44. Troisième extrait. Mercredi 27 octobre 1943. Serais-je un jour révolté contre mon sort? Ce n'est pas le fatalisme qui me fait le supporter, mais plutôt une impression vague que chaque épreuve nouvelle a un sens, qu'elle m'est destinée et que je serai plus purifiée, plus digne vis-à-vis de ma conscience et probablement de Dieu qu'avant. Cela m'est un bonheur de penser que si je suis prise, André aura gardé ces pages, quelque chose de moi, ce qui m'est le plus précieux, car maintenant je ne tiens plus à rien d'autre qui soit matériel. Ce qu'il faut sauver, c'est son âme et sa mémoire. J'ai pensé dans le métro aujourd'hui. Beaucoup de gens se rendront-ils compte de ce que cela a été que d'avoir 20 ans dans cette effroyable tourmente, l'âge où l'on est prêt à accueillir la beauté de la vie, où l'on est tout prêt à donner sa confiance aux hommes? Se rendront-ils compte du mérite, et je le dis sans honte car j'ai conscience exactement de ce que je suis, du mérite qu'il y aura eu à conserver un jugement impartial et une douceur de cœur à travers ce cauchemar? Je crois que nous sommes plus près de la vertu que beaucoup d'autres. Tour à tour, journal intime et témoignage historique en 1942, le journal d'Hélène Baird continue de remplir en 1943 sa fonction mémorielle. Mais il s'ouvre aussi à la maturité d'une réflexion philosophique, morale et spirituelle née aux confins de la solitude. Seule, Hélène Baird l'est à tous égards à l'automne 1943, lorsqu'elle reprend la rédaction de son journal après 11 mois d'interruption. Le départ de Jean, fin 1942, engagé auprès des forces libres du général de Gaulle, l'arrestation des membres de l'UGIF lors de la rafle du 30 juillet 1943, qui emporte notamment son amie Françoise Bernheim, le départ de sa sœur Denise, qui, récemment mariée, quitte le domicile parental, confine la jeune femme à l'isolement affectif et moral le plus total. Dans le secret des siens, elle ne parvient à rompre ce tourment que dans une écriture paradoxalement patiente et appliquée, abondante, et néanmoins chargée de traduire l'urgence. Ses pensées s'accumulent, en nombre, affolées. Autour d'elle, un irrémédiable glissement s'est opéré et les distances se sont creusées, nourries du silence et des larmes qui accompagnent tous les départs. Et puis l'université de la Sorbonne s'évertue à son tour à lui lancer un signal fort en lui fermant progressivement les portes de son royaume. Hélène Baird a renoncé à son poste de bibliothécaire bénévole à l'Institut d'anglais. On lui a signifié que son étoile y faisait tâche. La préparation de l'agrégation lui est désormais interdite et les discussions entre étudiants auxquelles elle se force encore un peu à participer ne tardent pas à s'engouffrer dans une dissonance amère
car prononcée dans une langue certes connue, mais qui lui demeure pourtant incompréhensible. Cette langue partagée il y a si longtemps, légère et inintelligible, la langue de l'insouciance des jeunes gens assurés de leur lendemain. Mais il y a bien plus que cette solitude personnelle, individuelle, dont souffre Hélène Baird, et sur laquelle elle refuse de s'appesantir, trop consciente que le pire est tapis ailleurs, chez tous les autres. Il y a cette solitude de l'âme, et qui, pour autant qu'elle déchire sa conscience, en révèle aussi toute la grandeur. Car Hélène Baird a bien pris la mesure des événements et de la responsabilité qui lui incombe désormais. Il lui faut laisser une trace écrite de ceux qui partent jour après jour, famille après famille et nom après nom. Les oublier serait les assassiner une seconde fois. Il lui faut aussi alerter les ignorants et convaincre les suspicieux, combler les lacunes des uns et balayer les préjugés des autres. Quand ils sauront, ils comprendront. Et quand ils comprendront, le dialogue se rétablira. Alors le maléfice de la solitude cessera enfin. La mission est immense, démesurée. Elle est si vaste, l'étendue de leur ignorance, et ils sont si nombreux à ne se douter de rien. Le voisin d'à côté ou le passant dans la rue qui détourne son regard, l'ami de la famille ou le camarade d'université, et jusqu'aux soldats allemands abreuvés de haine, sans même qu'ils n'en connaissent ni la raison, ni la source. Une tâche sans fin, sans fond, un véritable tonneau des Danaïdes, autant dire un prêche dans le désert. Le réveil des consciences auquel Hélène Baird aspire, sinon mystique comme chez Etty Hillesum, du moins spirituel, humainement spirituel, reste lettre morte, ou presque. Il n'y a que dans son journal qu'il parvient à se faire entendre, le plus souvent sur le ton d'un cri de révolte, quand ce n'est pas celui plus intime de la prière. Le seul endroit où l'incommunicabilité se brise enfin, ce sont ces pages dans lesquelles elle met en réserve ce qui constituera à l'avenir la matière vivante du livre qu'elle aimerait écrire plus tard, avec davantage de recul, lorsqu'il sera temps de raconter et de reconstruire. Car comment guérira-t-on l'humanité autrement qu'en lui dévoilant d'abord toute sa pourriture? Comment purifiera-t-on le monde autrement qu'en lui faisant comprendre l'étendue du mal qu'il commet? Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas par la guerre que l'on vengera les souffrances. Le sang appelle le sang. S'indigne-t-elle d'une manière qui n'est pas sans rappeler là encore l'absence de haine envers l'ennemi que prône Etty Hillesum, et que cette dernière prolonge dans sa réflexion par la nécessité de commencer ce travail de purification en nous-mêmes. Toutes deux ont conscience d'écrire pour les générations à venir en posant en pleine tourmente les pierres d'un après-guerre auquel elles considèrent comme envisageable qu'elles ne participeront pas. Le seul endroit où l'incommunicabilité est en recul, ce sont encore les pages de son journal dans lesquelles elle recopie mot à mot des passages entiers de ses œuvres du passé, parce que dans ce même rapport au temps et à la transmission, elle l'aide à éclairer son présent. Des extraits d'une autre époque qui sont autant de reflets ou d'enseignements avec lesquels Hélène Baird est en phase dans son époque à elle. Il y a d'abord des œuvres de fiction, comme l'incontournable épilogue des Thibauts de Roger Martin Dugard. Transposé à l'époque de la Grande Guerre, il semble en effet lui raconter celle qui se joue sous ses yeux, tant dans ses tenants politiques que dans ses aboutissements les plus humains. Il y a les œuvres poétiques et la correspondance de Keats, dans lesquelles elle trouve, sous la forme d'une métaphore, l'évocation de ce même éveil de la pensée qu'elle sent éclore en elle. Sous la plume de Keats, la vie humaine est un manoir à plusieurs appartements, et chaque chambre représente un stade différent de maturité de la conscience, depuis l'innocence virginale héritée de l'enfance aux couloirs obscurs du mal, qu'Hélène Baird s'apprête elle aussi à arpenter. Il y a aussi des œuvres philosophiques, comme la parabole du grand inquisiteur tirée des frères Karamazov de Dostoïevski, qui pointe de son doigt maléfique l'échec du message d'un Christ bienveillant mais vaincu. Des œuvres religieuses enfin, comme l'Évangile selon Matthieu, qui marque, non sans violence, ce point de rupture irréversible entre le judaïsme du Messie Jésus et le judaïsme pharisien confié aux rabbins après la destruction du second temple de Jérusalem. C'est là, avant ce point de rupture, qu'Hélène Baird aime à situer un idéal de pureté, où seul comptait le culte de Dieu,
et où les valeurs de bonté et de justice prévalaient sur le dogme. En ces temps précieux où le message originel de charité n'avait pas encore été perverti par la voix des hommes. À la manière d'une Madame Agache, amie de la famille Baird, qui derrière sa bien-pensance catholique doit attendre ce mois de novembre 43, 1 an et 2 mois après la rafle du Veldiv, pour commencer à simplement entrevoir le tragique de la situation, et parce qu'une personne de son entourage vient d'être arrêtée et déportée avec ses enfants. Le scandale est double aux yeux d'Hélène. Avoir tant tardé à ouvrir les yeux malgré ses avertissements indignés et ceux de sa mère, et ne les ouvrir que sur un cas connu, particulier, dans l'ignorance et l'éclipse de tous les autres. Ne voir en somme que l'arbre planté dans le jardin du voisin, en s'assurant bien qu'il cache toutes les forêts des contrées lointaines de l'Est, qui engloutissent sans fin, et dès 1940, des milliers et des milliers de cadavres, juifs et non juifs. La forêt de Katyn, les forêts de Lituanie, de Biélorussie, et toutes les autres forêts obscures et désormais silencieuses où s'est déroulé ce que les historiens appelleront la Shoah par balle. En s'insurgeant contre le silence et l'hypocrisie du monde catholique, Hélène Baird est encore une fois à l'unisson des paroles qu'elle écrivait un peu plus tôt. En ce moment, nous vivons l'histoire. Sa connaissance des événements, la clairvoyance avec laquelle elle les comprend et les interprète, l'empathie avec laquelle elle les ressent, la place au cœur d'une histoire qui fait couler le sang et qui annonce celle qui plus tard fera couler l'encre des historiens à grands coups de dates, de lieux et de chiffres. C'est donc dans ce socle de valeurs communes à tous et sans distinction de religion ou de race, à la source de cet universalisme qu'Hélène Baird aimerait puiser les arguments pour convaincre les ignorants et convertir les bourreaux. Non sans faire le constat là encore de sa profonde solitude. Comme chez Etty Hillesum, il y a chez Hélène Baird ce refus de tout ce qui divise, ou plus exactement le refus de tout ce qui rétrécit, confine et enferme derrière les barrières et des définitions. Définir, c'est réduire. Définir, c'est limiter et enfermer, pour reprendre trop brièvement l'enseignement de Daniel Epstein au colloque de l'an dernier, et que la langue hébraïque venait confirmer. En hébreu, soulignait Daniel Epstein, une définition se dit Agdara, et dans Agdara, il y a aussi le mot Gader, qui signifie une barrière, une clôture. Le Dieu invoqué par Hélène Baird n'a donc pas de nom. Sa prière est intime et non récitée. Et l'étendue de ses lectures suffisamment vaste pour visiter le cours de l'histoire de plusieurs points de vue et sous différents angles, par souci d'intégrité et d'impartialité, sans doute les plus bouleversantes de ses qualités. Ses convictions s'exercent donc moins dans les temples que dans les cœurs et dans les consciences, et elles n'obéissent à d'autres mots d'ordre que l'éradiction du mal, la recherche de la vérité dans le respect constant de l'autre. Ce refus du confinement de la pensée, Hélène Baird l'emportera avec elle intacte, jusque dans les camps, et malgré le confinement des corps. À Bergen-Belsen, nous rapporte Mariette Job, d'après le témoignage d'une survivante du même baraquement qu'Hélène Baird, je cite, « Elle disait à ses compagnes qu'elle était fiancée et qu'elle se marierait à son retour en France. Elle n'avait donc pas renoncé à l'avenir. Elle animait, dans le sens de donner de l'âme, un petit groupe, en fredonnant les morceaux de musique dont elle se souvenait. Elle préservait son âme et aidait ses compagnes à préserver la leur. » Je vous redonne la parole, Nadine, si vous le souhaitez. Merci infiniment, Karine, pour cette lecture si fine, si sensible aussi du journal d'Hélène Baird, pour les choix extrêmement judicieux que vous avez fait des extraits du journal qui, j'espère, donneront l'envie au large public qui s'est rassemblé ici de le lire, ce livre absolument fascinant, ce qui est le journal d'Hélène Baird, donc à la fois document historique de première main, un témoin direct, mais aussi mise en forme littéraire. Et vous avez très bien montré cette entre-deux, entre le journal intime et aussi
volonté d'Hélène Baird de verbaliser ce dont elle était témoin. Se servir de la langue, c'est se servir d'un code commun pour transmettre une expérience. Et à cela, Hélène Baird excellait à trouver les mots justes, excellait à peindre les réactions que ce monde indigne autour d'elle suscitait. Voici donc venu, après ces deux interventions excellente, pleine d'informations, celle de Mariette Job sur la genèse du journal, genèse intéressante, on ne cessera de s'étonner d'avoir attendu si longtemps pour enfin livrer au large public ce journal étonnant. Après donc la présentation de Mariette Job et celle de Karine Barnès-Bénichou qui nous permet d'entrer au cœur même de l'œuvre, la parole est à vous pour toutes les questions que vous souhaitez adresser à nos deux intervenantes. Alors, pouvez-vous signaler soit en prenant la parole, soit en levant la main, parce que de façon virtuelle, il y a une petite icône qui permet de le faire. Je passe rapidement en revue la mosaïque de vos visages pour voir si quelqu'un souhaite. Sinon, simplement désactiver la petite icône du micro débranché pour pouvoir à nouveau vous faire entendre. Vous allez sur le coin droit de l'icône et puis vous appuyez sur les trois petits points. Donc vous appuyez sur muet et à ce moment-là, nous pourrons vous entendre. Voilà, qui souhaite intervenir, réagir, ne serait-ce que pour remercier nos deux intervenantes. Oui, je vois ici. Alors, prenez la parole tout simplement en activant votre micro. Allez-y. Oui, Anouk Soboun, d'abord un immense merci aux trois intervenantes qui se sont exprimées avec beaucoup de sensibilité et qui nous ont fait partager cet amour, bien sûr, d'un auteur d'exception. En ce qui me concerne, malheureusement, à cause du confinement, j'étais dans un travail les premières lectures avec mes élèves de troisième, donc, qui ont aussi en cours d'histoire au lycée Yavneh. Je suis professeure de français pour tous les participants qui ont travaillé sur l'histoire de la Shoah cette année. Donc, nous avions l'intention grâce à Karine Bénichou, éventuellement d'inviter dans notre établissement Madame Job, Mariette Job. Donc, ma question est très simple. Est-ce que dans un avenir plus ou moins l'année prochaine, quand ce sera possible, nous pourrions envisager cette venue de Madame Job dans notre école, avec un partage justement de ces informations, des questions des élèves, des jeunes, parce que je pense que cette transmission doit se faire aussi avec des adolescents, des collégiens, des lycéens. Voilà, c'était plutôt ma question dans un premier temps. Voilà. Oui, écoutez, merci. D'abord, je voudrais, avant de répondre à votre question, remercier beaucoup Karine, qui a fait vraiment une lecture effectivement extrêmement sensible du journal et avec laquelle nous nous sommes découvertes l'année dernière lors du colloque qui a été organisé. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une sensibilité qui correspond complètement au contenu du journal et à la personnalité d'Hélène Baird. Alors, pour revenir à votre question, mais oui, bien entendu, comme je le disais dans ma présentation, pour moi, au-delà, disons, de l'accueil absolument exceptionnel de ce texte et le fait quand même qu'il est actuellement traduit dans tous les pays, c'est une mémoire qui continue, il n'y a pas d'arrêt. Enfin, ça fait maintenant quand même depuis 2008, donc ça fait quand même assez longtemps que le journal est sorti. J'aime qu'au niveau des jeunes, ça ne fait que s'élargir l'intérêt, le travail des professeurs. Actuellement, là, il y a un professeur, d'ailleurs, il est curieux, pas curieusement, parce que moi, c'était un petit peu, disons, la couleur du journal, pour moi, elle était autant littéraire que historique, c'est-à-dire que
voilà, la qualité de la plume est exceptionnelle. Donc, et en même temps, c'est vrai que c'est un document historique exceptionnel parce que il n'y a pas eu encore comme ça, au jour le jour, le témoignage d'une jeune femme qui a quand même 8 ans de plus qu'Anne Frank, qui est en liberté, contrairement à Anne Frank, qui arpente les rues de Paris et qui a pu comme ça relater pendant 2 ans sa vie qui s'est refermée comme un piège progressivement. Donc, actuellement, je suis en lien avec un professeur de français qui fait un travail absolument magnifique sur le journal d'Hélène Baird. Il est d'ailleurs devenu, sa classe est devenue ambassadrice de la mémoire par le mémorial de la Shoah. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est un titre qui permet aux élèves, aux jeunes, de transmettre la mémoire du journal à d'autres lycées pendant 3 ans. Ah, Et je peux vous dire vraiment que je dirais l'engagement et surtout la façon dont ils perçoivent Hélène Baird, qui est quelqu'un d'actuel, qu'ils arrivent vraiment à laquelle ils s'identifient, dont les messages résonnent au présent dans différentes situations. Et donc, je n'ai jamais refusé, bien au contraire, de venir bien, merci intervenir. Donc, je viendrai avec très grand plaisir et vous dire effectivement que le journal est travaillé, d'ailleurs, c'était le cas pour les élèves dont je viens de parler, ils ont 15 ans, 14-15 ans, en 3e. Et là, en l'occurrence, c'était donc c'est un professeur de littérature. Alors justement, puis ensuite je laisse la parole à d'autres, bien entendu. Oui. J'envisageais ce travail, je n'ai pas pu le faire, comme aussi et surtout un voyage littéraire à travers cette œuvre qui aussi fait découvrir de très grands écrivains, puisque Hélène Baird, comme nous l'avons compris, était très cultivée, très érudite et très savante et très sensible également. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ce que je pense faire dans un avenir plus ou moins proche, et merci à vous donc, infiniment. Je vous en prie. Je suis très émue également parce que nous sommes confinés, comme tout le monde l'a dit, mais en même temps, c'est merveilleux de pouvoir se voir les uns les autres et sûr. Découvrir, voilà. Bien sûr. Je vous en prie. Merci Anouk. Je passe en revue la galerie et voilà Nicole Koskas, vous souhaitez intervenir? Oui, bonjour, je voulais vous remercier pour cette initiative et ces très belles interventions. Et j'aurais souhaité savoir s'il était possible de créer un atelier de lecture de ces œuvres où chacun, les personnes de langue française reprendraient certains textes et peut-être pourrait les jouer ou alors des cours de diction autour de ces textes de façon à être justement porte-parole, et ça pourrait se faire par l'Université de Tel Aviv ou par d'autres structures pour qui le souhaite. Écoutez, c'est une très belle idée. Dans le cadre de l'université, c'est tout à fait faisable. Alors, plutôt que d'ateliers de lecture, nous avons en fait des séminaires, et c'est sûr que l'œuvre d'Hélène Baird correspondrait tout à fait à un séminaire interdisciplinaire. Vous pourrez participer des historiens, puisque nous avons besoin du regard et de l'expertise d'historiens pour cette période, mais aussi des professeurs de lettres, peut-être mieux équipés pour travailler sur tout ce qui ressort de l'expression littéraire, de l'expression de l'intime et aussi de l'esthétique qu'on trouve dans ce journal. Alors, pour être concret, vous pouvez récupérer mon email et essayer d'organiser un groupe, et je serais bien entendu très heureuse que ça se passe sous l'égide de Karine, qui a à nouveau fait la démonstration de sa capacité, de sa maîtrise dans la lecture de ce journal, et je serai, en tant que directrice du programme de culture française, bien entendu, tout à fait d'accord à lui apporter mon soutien. Voilà. Merci pour cette proposition. Avez-vous d'autres questions? Alors, je vois Monsieur Netter qui se signale. Oui, allez-y. Attendez, il faut que j'ouvre votre... il faut ouvrir votre micro. Nous ne vous entendons pas. Voilà, oui, je suis Gérard Netter. Je suis le neveu de Fred et Denise Millot.
Et je remercie beaucoup Karine qui m'a invité. J'avais lu évidemment le journal d'Hélène Berge qui m'avait beaucoup touché. Et là, j'ai retrouvé toute l'émotion. Donc, je voulais vous remercier de ce travail autour d'elle. Voilà. Merci à vous, Gérard, d'être là. Vraiment, je vous remercie énormément. Notre rencontre était complètement improbable. Et voilà, il y a des très belles rencontres qui se font comme ça, de façon complètement improbable par les réseaux sociaux. Comme quoi, il y a quand même voilà, de belles choses qui se passent aussi. Et vraiment, merci infiniment d'être là. Et je tenais vraiment à citer, évidemment, l'action auprès de l'entraide temporaire. C'est quelque chose d'essentiel dans son parcours et qui dit toute sa générosité et son engagement. Et voilà, c'est important de citer Denise. Merci beaucoup. Permettez-moi juste de dire un petit bonjour parce que l'occasion se présente à Gérard Netter, que je ne connais pas non plus. Et je suis très touchée de vous voir et de vous entendre parce que Karine m'avait signalé que vous avez retrouvé. Et vous dire, alors puisque Denise et Fred Millot sont votre tante et votre oncle, que les Millot ont compté dans notre famille d'une façon, je dirais, familiale au fond. Et que ma tante, la sœur aînée d'Hélène Baird, Yvonne, à la fin de sa vie, enfin, avait même, vouait vraiment une affection partagée avec eux. Et moi, j'ai eu la chance de les connaître, mais hélas, j'étais jeune, donc évidemment, j'ai pas pu recueillir tous les témoignages, mais par contre, j'en ai eu beaucoup par, vous avez sûrement, peut-être vous les connaissez, Robert Frank, donc les enfants ont sauvé en fait les Millot, Robert Frank, Sami Dassa, et donc c'est plutôt par eux que le lien s'est fait. Je me souviens très bien des Millot, mais voilà, j'avais 7-8 ans, donc. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci à vous. Moi aussi, je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, parmi les étudiants du programme de culture française, parmi les collègues de ce programme, quelqu'un voudrait-il poser une question? Intervenez, vous pouvez désactiver réactiver vos micros. Nadine, je vois aussi que Béni Boré a levé la main pour intervenir. Ah oui, bah alors, feu vert. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, tout à fait. Je parle d'un petit village perché sur les montagnes de Jérusalem et j'ai été très impressionné et touché par tout ce que j'ai entendu. Et je voudrais vous dire que chaque mot fleur, chaque mot sourire, chaque mot larme que j'ai entendu avec le brio qui est le vôtre, Madame Mariette Job et Karine Baranès-Bénichou, que j'admire énormément, chacun de ces mots fleurissent, irriguent et décoiffent ce champ de vraies fleurs qui est devenu notre pays, la terre d'Israël. Et je voudrais vous dire que en écoutant, en lisant, en apprenant, et Dieu sait combien je dois encore apprendre sans fin, j'ai de plus en plus conscience d'appartenir à cette génération bénie qui voit l'impossible. Un peuple qui se lève de ses cendres encore chaudes, qui traverse la mer, qui plante une fleur dans le désert. Alors je voudrais, grâce à vous, utiliser cette opportunité, ce jour du Yom HaShoah, pour remercier sans jamais m'arrêter tous ceux qui ont transformé l'étoile jaune dont vous parliez en étoile bleue. Toda Rabba. Et merci à tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Béni. Pour cette formulation extrêmement poétique que nous entendons bien, même si nous sommes dans la plaine et vous dans la montagne. Bien, merci. Y a-t-il une petite question encore? Oui, Élie. Je me demande s'il y a des relations entre la fameuse famille Baird du temps de la Révolution française alsacienne et Hélène Baird. Ah oui.
C'est une question pour Mariette Chauve. Ouais. Vous faites référence, non, ce ne sont pas les mêmes Bert. C'est pas la même filiation, non. Mais c'était des Alsaciens, n'est-ce pas? Oui, et c'est pas la même branche. Et une autre petite question. Oui. Est-ce qu'elle n'a jamais pensé quitter Paris et essayer d'aller vers le sud en voyant ce qui se passait autour d'elle? Alors là, c'est une question, hélas, qu'on peut se poser des milliards de fois une fois que les événements se sont passés et qu'on se demande même comment c'est possible qu'ils aient pu rester. Et je crois que pour comprendre, il faut vraiment se remettre dans la situation de l'époque, se remettre ici et maintenant en 1940, pour vous orienter, vous éclairer un peu sur cette question. En 1940, donc mon grand-père et mon père étaient président directeur général des établissements Kuhlmann. Et Kuhlmann donc, avait conseillé à mon grand-père de quitter la France et de partir aux États-Unis. Ce qu'il a refusé de faire, et d'ailleurs qui a été expliqué aussi dans le journal, enfin, qui répond en partie à cette question, à savoir qu'il faut comprendre que les Bers faisaient partie comme beaucoup d'autres familles, de ce qu'ils appelaient être, ils se sentaient français avant tout, et ils disaient qu'ils étaient de confession israélite, parce qu'à cette époque-là, on ne disait pas qu'on était, ça c'est presque inversé maintenant de nos jours, mais à l'époque, on ne disait pas qu'on était juif, on disait, enfin, dans les familles comme la mienne, on disait qu'on était français de confession israélite, ça veut dire en fait que c'était des familles qui vivaient leur judaïsme à travers les grandes fêtes religieuses, Yom Kippour, toutes les grandes fêtes juives, mais c'est tout. Et surtout, je dirais, ce qui explique peut-être encore mieux, c'est leur participation à l'essor de la société française depuis le Moyen-Âge. Enfin, ils ont tous eu des rôles extrêmement importants. Donc, pour revenir aux années 40, c'est vrai que des gens comme mon grand-père, mais je pense qu'il y en a eu d'autres, ont eu une impression presque de laisser tomber, c'était bizarrement un acte de résistance de rester. C'est-à-dire, on ne laisse pas un pays dans cet état, on ne quitte pas la France alors qu'il y a la collaboration qui s'installe, etc. Donc, il y a eu ce refus lié donc au fait qu'ils ne voulaient pas quitter leur pays. Alors après, ce qui s'est fait, c'est vrai que ça a été comme un piège qui s'est refermé. C'est-à-dire que la décision, elle aurait dû être prise à ce moment-là, mais à partir du moment où elle n'a pas été prise, d'après ce que je vous explique, eh bien c'était trop tard, tout était trop tard. C'est-à-dire que à partir justement de 41-42, Hélène, mais aussi ma mère, mais aussi ma grand-mère, se sont engagées dans les mouvements donc l'UGIF et l'entraide temporaire, qui étaient donc des associations qui pour sauver les enfants orphelins dont les parents avaient été déportés. Donc il y a eu aussi cet aspect, je dirais, humanitaire, c'est-à-dire c'était plus possible de quitter Paris parce qu'elles ont commencé aussi à s'impliquer pour sauver les enfants. Et puis, il faut aussi voir que dès 1942, mon grand-père a été arrêté une première fois. En 1942, Hélène l'explique dans son journal, donc parce qu'il avait agrafé son étoile jaune au lieu de la coudre. Donc, il a été arrêté sur son lieu de travail, rue de la Baume, aux établissements Kuhlmann, et il a été libéré sous caution. C'est-à-dire, il est resté à Drancy 3 mois. D'ailleurs, pendant le Veldiv, puisqu'il a été arrêté le 23 juin 1942, et il a été libéré au mois de fin septembre 1942. Donc, il a vu pendant 3 mois ce qui se passait à Drancy. Et donc, il a été libéré sous caution. Les Allemands, donc, Kuhlmann a versé cette caution, mais après, il est revenu chez lui, mais il n'avait plus le droit, il avait uniquement le droit d'exercer son activité chez lui. Il était en liberté surveillée. Il n'avait plus le droit de quitter Paris, d'avoir des relations avec l'extérieur. Donc, le piège s'est vraiment refermé jusqu'au moment où, comme je l'ai expliqué brièvement, à peu près 3 mois avant l'arrestation, c'est-à-dire décembre 1943, et encore, Hélène a fait quelques thés chez elle début février 1944. Hein, donc, mais enfin, disons qu'ils ont été cachés chez des personnes qui ont pris quand même de grands risques, dont André Bardiot, la première passeuse du journal, qui a sauvé le journal. Et donc,
c'est vrai que après, à partir de ce moment-là, le piège s'est vraiment refermé sur eux. Et j'ai su finalement très tard, je dirais que c'est grâce d'ailleurs à la publication du journal, parce qu'il faut voir que il faut aussi vous dire que depuis la publication, j'ai eu un nombre incalculable de témoignages que nous n'avions pas. J'avais beaucoup de témoignages par ma mère, par certaines personnes, mais j'ai eu des témoignages de jeunes femmes qui avaient fait le cours privé avec elle, de personnes qui l'ont connue au camp. Et donc, ça a été énorme, ça a été extrêmement riche, tous les témoignages que j'ai pu avoir sur la fin, sur les derniers mois, sur l'arrestation, sur les conditions donc, de l'arrestation, parce que pendant des années, jusqu'à la publication, en fait, la famille n'avait jamais su si Hélène avait fait la marche de la mort, comme Simone Veil, puisqu'elle a été donc évacuée d'Auschwitz et transférée à Bergen-Belsen, comme Simone Veil et comme tant d'autres. Et j'ai appris seulement à la publication que grâce d'ailleurs à la belle-sœur Mylène Veil, la belle-sœur de Simone Veil, qui a partagé un chalit à Bergen-Belsen avec ma tante, avec Hélène Berg, que non, elle n'avait pas fait la marche de la mort. Elle a été en fait évacuée de Auschwitz par le seul convoi, dont d'ailleurs dans lequel Anne Frank était aussi, qui a été de Auschwitz à Bergen-Belsen. Et elle est arrivée donc début novembre 1944 au camp de Bergen-Belsen. J'ai un petit peu débordé sur votre question, mais voilà. C'est vrai que votre question est une question récurrente et puis on a toujours envie de se la poser. Aujourd'hui, on se dit, moi la première. Mais je crois qu'il faut arriver à comprendre qu'à l'époque, on donnait sa parole d'honneur, on était patriote, on était très attaché à son pays et vu les services rendu par mon grand-père et cette famille, il était hors de question de quitter son pays en l'état. Merci Elie pour cette question, merci Mariette pour cette réponse extrêmement documentée. D'autres questions? Oui, Denise Valencienne, allez-y. Oui, je voulais témoigner d'une chose qui, bien sûr, ne peut pas apparaître là au travers de tous ces discours. Je suis la compagne de Mariette Job depuis de nombreuses années. Et je l'ai vue batailler avec elle-même, comme avec la vie, pour pouvoir arriver à faire émerger ce livre du silence. Combien de courage il aura fallu. Et ça, je voulais le dire aux étudiants. Vous savez, ce qui est important dans la transmission, c'est d'avoir votre cœur touché et de pouvoir vous servir de votre cœur pour, au travers de vos études, devenir quelqu'un qui fasse de sa vie une vie à la fois son cœur, relié à ce que vous avez appris et relié à la vie. Voilà, c'était ça dont je voulais témoigner. Je vous remercie beaucoup de tout ce que vous avez fait. Je vous remercie pour ce témoignage important. Y a-t-il, je signale que sur le chat, il y a aussi des réactions. Alors, je vais peut-être lire cette réaction qui est extrêmement intéressante. Vous pouvez la voir sur la droite de l'écran. Je suis étudiante en France et je suis tombée par hasard sur le lien de cette conférence via les réseaux sociaux. Je rejoins donc l'idée que parfois le virtuel peut offrir de belles surprises. Je n'ai pas de lien personnel avec la culture juive, mais bien plutôt avec son histoire. Et comme vous l'avez aussi longuement répété, je pense qu'il est important, essentiel de continuer de faire vivre ces mots, ces émotions au travers de vos témoignages et de la lecture de Madame Bénichou. Lecture d'une qualité immense, de très haut niveau, qui ne représente, j'en suis sûre, qu'une infime partie de son étude sur ce texte que je regrette de ne pouvoir suivre plus longtemps. Merci à vous de continuer de faire vivre ces mots et cette histoire qui ne doit pas être oubliée. Malheureusement, bien souvent, les témoignages s'éteignent avec les témoins et j'espère vivement que Madame Job ne sera pas la dernière à faire entendre ces mots et à faire résonner la voix d'Hélène dans le temps et notamment auprès des jeunes. Très belle réaction. Voilà. Alors, y a-t-il
d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions? Ariella? J'essaie d'interpréter vos gestes. Alors, si vous souhaitez parler, il faut absolument brancher votre caméra et votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Allez-y, madame. Brigitte Jacouty, je salue bien sûr Mariette Job, qui est venue X fois dans nos classes au lycée Victor Duruy. Et bien sûr, toujours avec une émotion que je ressens aujourd'hui encore. Donc, une émotion qui ne s'émousse jamais. Et je voulais justement citer le nom de Geneviève Nakache, qui au lycée Victor Duruy m'a initiée au journal de Mariette Job. Et je voulais aussi, par le truchement de cette technique qui m'effraie, je voulais dire à notre collègue de lettres, dont j'ai oublié le nom, mais dont j'ai gardé en tête le prénom, Anouk, quel travail cette question. Les élèves en sortent changés, transfigurés. Ils lisent le texte avec toute leur foi et je crois que ça les fait terriblement mûrir. Merci à vous toutes. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, merci Brigitte. Merci pour cette intervention. Merci. Bien, j'attends un moment pour que se signalent les personnes qui souhaiteraient encore poser des questions. Alors, peut-être, excusez-moi, en attendant, je voudrais réagir au témoignage que vient de faire Brigitte. Donc, effectivement, ça fait 6 fois que je vais au lycée Victor Duruy. Et d'ailleurs, ce qui est amusant aussi, c'est de remarquer que le lycée Victor Duruy est dans le même quartier, dans le 7e arrondissement, que là où habitait Hébert, avenue Lisée-Reclus. Et Geneviève Nakache, dont parle Brigitte, qui est le professeur de lettres, qui m'a invitée plusieurs fois, avec d'autres professeurs aussi, m'avait fait remarquer combien le lieu géographique résonne pour les jeunes. Le 92, l'école militaire, sont des repères qui leur sont familiers. Et j'ai trouvé ça intéressant, puisque je voudrais peut-être témoigner de cela et qui va dans le sens de Brigitte Jacouty, c'est que je suis intervenue dans un lycée où un jeune garçon avait totalement, je dirais, s'était tellement impliqué dans l'histoire d'Hélène Baird qu'il l'avait reliée à sa propre histoire, qui n'a strictement rien à voir avec celle d'Hélène. C'est un petit garçon donc d'une quinzaine d'années qui avait perdu sa maman. Sa maman était morte d'un cancer quand il avait 7 ans. Et sa maman, se sachant condamnée, avait écrit une lettre. Mais le père de ce jeune enfant, n'avait jamais souhaité lui transmettre cette lettre. Et lorsque son fils a donc travaillé sur le journal d'Hélène Baird, s'en est enrichi, s'en est nourri, c'est souvent le cas chez les jeunes, il a fait lire le journal d'Hélène Baird à son père, et suite à la lecture de ce journal, le père a donné la lettre de la mère à l'enfant. Et je trouve que c'est une très belle histoire. Et il était totalement... il était extrêmement ému et enfin j'ai parlé avec lui. Je trouve que c'est extraordinaire, c'est-à-dire cette espèce de ricochet d'une histoire qui n'est pas du tout, qui n'a rien à voir, sauf peut-être justement psychologiquement et dans l'histoire de la transmission. Dans la transmission, en fait, contrairement à ce qu'on croit, excusez-moi, je déborde peut-être un petit peu, mais contrairement à ce qu'on croit, la transmission c'est un acte de vie et plus on cache, plus on meurt. Voilà, en gros, je dirais ça comme ça. C'est un peu caricatural. Je le pense. Oui, ce sera peut-être le mot de la fin, si je vois qu'il n'y a pas d'autres intervenants. C'est vraiment le moment de vous manifester, si vous souhaitez encore poser une question. Lise Nissika, allez-y. Oui. Merci pour cette opportunité et je suis très émue le jour de l'Holocauste en Israël d'assister à cette conférence. Je voulais être à la conférence l'année dernière à l'université de Tel Aviv et je n'avais pas réussi. Et là, je suis émue parce que je suis moi-même marionnettiste et je transmets par une représentation pour les enfants de 7 à 90 ans et plus l'histoire de Malka Rosenthal qui était... en Pologne et qui a été cachée pendant 1 an et demi dans un tonneau
Et c'est l'acte de sa maman qui s'est sacrifiée pour lui sauver la vie, qui lui a permis de venir en Israël avec l'Exodus. Et j'ai raconté pendant 10 ans son histoire, et elle venait après la représentation répondre aux questions des enfants. Et comme vous l'avez dit, les enfants et les adultes prenaient ça, répondaient de leur vie, de leur quotidien, et disaient « je ne savais pas comment raconter ça à mon fils, et voilà, il l'a vu en même temps que moi, et maintenant je peux commencer à parler de mon histoire ». Et une petite fille a dit « je sais que ma maman est partie, on m'a dit en Russie, mais je pense qu'elle est morte. On ne peut pas me le dire ». Et je suis émue parce que Malka est décédée il y a 2 mois, et seulement, juste avant toute l'époque du corona. On a juste pu arriver à son enterrement, et une poignée de personnes. Et c'est le premier jour de l'Holocauste où je parle d'elle sans qu'elle soit là. Et c'est très, très important de transmettre, de continuer à transmettre. On parle beaucoup en Israël comment transmettre l'Holocauste aux enfants. Est-ce qu'on peut tout leur dire? Mais en fait, je pense qu'avec les nouveaux médias, tout le monde est tellement baigné dans le sujet de toute façon qu'il faut pouvoir le dire. Et chacun a sa façon de le transmettre. Le journal d'Hélène Baird est époustouflant parce que, comme vous l'avez dit, c'est pas une enfant. C'est une jeune femme qui était vouée à une carrière magnifique littéraire, qui aurait pu avoir une carrière et nous époustoufler avec beaucoup d'autres romans. Et elle a pu décrire exactement ce qu'elle a vécu. Moi, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit. Et Karine, qui m'a invitée à cette conférence, est merveilleuse. Elle a vraiment tout finement et avec beaucoup de sensibilité tout décrit. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. C'est très important de le faire. Et bravo. Et si on participe et continue à ça avec vous, tant mieux. Merci Lise, merci beaucoup. Merci de ces mots chaleureux. Là, je crois qu'il est temps de clore cette session. Je vous invite à poser vos questions par mail. Nous les transmettrons à qui de droit, soit à Mariette, soit à Karine. Voilà, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre. Je remercie Mariette Job d'être toujours prête à intervenir sur ce sujet si important pour la mémoire, pour notre identité. C'est une œuvre qui a son importance ici et maintenant. Et mes remerciements vont aussi bien sûr à Karine, que j'essaye de convaincre depuis 1 an déjà, à donner une forme académique et universitaire à ses remarques. J'essaye de la convaincre de venir faire un doctorat, que nous soyons plus nombreux à profiter de sa capacité à mettre en forme nos réactions instinctives à la lecture. Elle en fait une œuvre parallèle finalement à celle du journal d'Hélène Baird. J'espère que le succès de cette session aujourd'hui parviendra à la convaincre. Merci infiniment Nadine, merci pour nous avoir accueillis, pour votre confiance depuis 2 années consécutives. Vous nous avez ouvert les portes de l'université avec tellement de générosité et de gentillesse et un accompagnement qui m'est très 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 précieux. L'université a des critères souvent rigides, mais elle est ouverte notamment à l'excellence et elle n'a aucune raison de refuser ce type d'intervention. Soyez-en remerciés et surtout poursuivez tous votre lecture du journal d'Hélène Baird. Merci. À bientôt. Un grand merci. Un grand merci. Mariette. À plus tard. Merci à vous, Mariette. Merci. Et à bientôt, j'espère. Et merci à tous.